Bonjour à tous et bienvenue en ce lendemain de Noël pour cette 7e visio en direct avec Stéphane Le Diraison. Nous sommes au 48e jour de course et avec Denis Auro, nous allons commencer par faire un point sur la situation actuelle de Time for Oceans. Alors, où est Stéphane après ce 48 jours de mer? Eh bien, Stéphane a déjà fait 25 000 km, il lui en reste 22 000 à faire. C'est-à-dire qu'il a déjà passé la moitié. Alors, on va regarder sur la carte où il est. Eh bien, il est exactement à la longitude ici de la Tasmanie et il va normalement, très vite, peut-être même pendant notre vidéo, eh bien, il va rentrer ici dans le Pacifique, mais ça, on va reparler juste après. Parfait. Donc, il a passé le cap Lewin pour la deuxième fois de sa vie et il aborde actuellement, finalement, une zone qu'il ne connaissait pas précédemment, étant donné les incidents, nous y reviendrons plus tard, qu'il avait connus en 2016. Alors ça, c'est un point très important. En fait, le cap Lewin, vous voyez ici, qui est le cap le plus ouest de l'Australie. Stéphane, lors de sa première participation en 2016, l'avait passé, et puis malheureusement, il avait eu un accident. Alors, c'est un point moralement très important, et on va y revenir parce que ça signifie que Stéphane va rentrer dans un autre domaine maritime qu'il ne connaît pas encore. Alors Stéphane actuellement est en 19e position. Il est dans un groupe, nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Charal, qui était parti avec quelques mésaventures, l'a rattrapé, mais c'est assez normal, c'est un bateau beaucoup plus moderne que celui de Stéphane. Et Stéphane va prochainement aborder le Pacifique, là aussi pour la première fois de sa vie. Alors, le Pacifique, on connaît tous le nom de Pacifique. Qui est-ce qui l'a nommé ainsi? C'est Magellan. Le Pacifique, c'est le plus grand océan du monde. On le voit bien sur cette carte, beaucoup plus grand que l'Indien, et il s'étale de façon très importante. Et alors, qu'est-ce qui délimite clairement le Pacifique? Eh bien, c'est cette longitude de la Tasmanie, et ça va aller jusqu'au Cap Horn, que l'on va bientôt franchir. Et alors, le Pacifique est délimité par une société savante en 1918 qui s'appelle la Commission hydrographique internationale, qui va délimiter les océans. On sait maintenant exactement, depuis ces dates, où commence le Pacifique et où il se termine. Très bien. Après ce point technique, revenons sur la course proprement dite. Stéphane se trouve actuellement dans un groupe relativement homogène, avec quelques écarts bien évidemment. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les perspectives à court terme pour lui? Il a devant lui quelques adversaires, mais la route est encore longue. Ah oui, on l'a dit, hein, il a fait un petit peu plus que la moitié. Alors, avec qui est-il? Eh bien, il est avec Jérémy Bayou, qui, souvenons-nous, avait dû revenir au Sable d'Olonne et était reparti. Il est aussi avec Pip Haar et il a devant lui deux bateaux avec Arnaud Boissière qui est juste devant. Et donc, l'objectif maintenant pour Stéphane, c'est très clairement d'accompagner ce groupe et, on l'espère et on en est sûr, gratter encore quelques positions à l'intérieur de ce groupe quand il va rentrer dans le Pacifique. Il est intéressant également de noter que certains navigateurs qui ont connu des ennuis techniques n'ont pas abandonné forcément et sont repartis. J'en veux pour preuve Sam Davis, qui est reparti du Cap de Bonne-Espérance après son escale forcée au Cap, qui se trouve actuellement, tu vas nous montrer sur la carte, elle est là. Elle est ici. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Sam Davis? Alors, on a déjà parlé de Jérémy Bayou qui avait fait une escale forcée au Sable d'Olonne, qui était revenu. Et puis Sam, souvenez-vous, elle avait dû s'arrêter à Cape Town. Et alors là, eh bien, elle aurait pu tout simplement rentrer à la maison, mettre son bateau sur un cargo ou revenir au Sable d'Olonne par la mer, comme d'autres ont pu le faire. Sam a fait un choix très différent qui est très valeureux. C'est-à-dire que, comme vous le savez, sa participation éclaire une action humaniste qui s'appelle chirurgie cardiaque et à chaque fois que des clics sont faits sur le site internet de Sam Davis, eh bien de l'argent est donné à cette association. Elle a sauvé déjà de très nombreux, plus de 200 jeunes enfants qui sont atteints de malformations cardiaques. Eh bien, elle continue, et le fait qu'elle continue son parcours va encore et encore permettre de sauver de plus en plus d'enfants. Je pense que c'est très important pour nous ici de le signaler et de tirer notre chapeau à Sam pour cette action extraordinaire.
Et on peut même rajouter une chose, elle a un double défi, Sam Davis. Elle a à la fois le défi humanitaire que tu viens de citer, elle a un autre défi qui est beaucoup plus familial, puisque son mari, Romain Attanasio, est un peu plus loin. Et elle va certainement essayer de le rattraper pour lui dire 2 mots. On sait par exemple qu'ils ont conversé lors de la nuit de Noël ensemble, de façon à précisément se souhaiter bon Noël, l'un et l'autre depuis son bateau. C'était un regroupement familial par les ondes à l'occasion de Noël. Parfait. On va essayer maintenant de rentrer en contact avec Stéphane. Pour tout vous dire, les conditions en mer actuellement sont assez difficiles. Il est dans une zone dépressionnaire assez forte. Donc on va voir si on arrive à rentrer au moins en liaison sonore avec lui, si ce n'est en visio. Alors pour l'instant, la régie nous dit que non, on ne peut pas l'avoir. Nous avons eu tout à l'heure un petit point avec Solène Loyau, qui est le team manager de Time for Oceans, qui nous disait que Stéphane navigue dans des conditions difficiles. Il y a 30, 35, 40, 45, 50 nœuds de vent de nord, donc travers à la route, hein, des vents assez violents qui descendent comme ça. Lui, Stéphane, va vers l'est, évidemment. Et donc, eh bien, c'est assez violent et il est possible qu'on ne puisse pas rentrer en communication avec Stéphane à cette occasion parce que peut-être que les conditions météo sont trop mauvaises. En tout cas, c'est ce que la régie nous confirme. Olivier, on va peut-être revenir dans ces cas-là sur ce qui s'était passé il y a 4 ans. Absolument, 2016. On va revenir en 2016. En 2016, sur une période effectivement difficile, puisque le 17 décembre 2016, Stéphane subissait un dématage à un point géographique finalement par lequel il est passé il y a 1 jour ou 2. Donc pour lui, moralement, le fait d'avoir passé ce point, c'est important. Il a conjuré le mauvais sort, on va dire. Mais il est important de revenir sur ce qui s'est passé, parce que ça vous montrera les aléas d'une telle course, puisque n'oublions pas, sur les années précédentes, à peu près 50% de la flotte ne réussissait pas à boucler le tour du monde. Alors, nous sommes la nuit du 17 décembre. Qu'est-ce qui se passe à bord de ce bateau, du bateau de Stéphane Le Guérison? Vous allez voir quelques images qui étaient filmées par Stéphane à l'époque. Donc, en pleine nuit, par un vent de force 6 à peu près, des creux de 4 mètres à 5 mètres, il démate. Il est alors à l'intérieur de son bateau, il entend un bruit terrible, il sort, il s'aperçoit qu'il n'a plus de mât. Et au lieu de se précipiter tout de suite pour effectuer, si ce n'est des réparations, ce qui était impossible, mais en tout cas déblayer un petit peu le pont, il rentre d'abord dans sa cabine, il prend le temps de s'équiper et de réfléchir surtout aux premières manœuvres à accomplir. Il ressort, il s'aperçoit à ce moment-là que non seulement, bien sûr, le mât n'est plus là, mais les restes du mât balayent le pont. Il n'a plus de filière, donc il est en risque absolu puisqu'il est en contact avec la mer directe. Et il va, dans un premier temps, bien sûr, comme il se doit, couper les haubans pour dégager complètement le mât et éviter surtout que les espars en carbone du mât ne viennent fracturer sa coque. Alors, on a un mât cassé, des bouts de carbone un peu partout, des filières qui sont arrachées. Comment est le moral dans tout ça? Parce que c'est quand même assez terrible cette histoire. Le moral est au plus bas, bien évidemment, puisqu'il est bien conscient que sa course s'arrête là. Mais la question se pose à ce moment-là de savoir quoi faire. Est-ce qu'on appelle les secours australiens en l'occurrence, ou est-ce qu'on essaye de trouver un système pour repartir dans des conditions bien sûr extrêmement diminuées? Et c'est l'option que va choisir Stéphane. Donc, dans un premier temps, il va couper tout ce qui relie les voiles au bateau, ce qui est un sacrifice pour lui quand on sait ce que coûte un jeu de voile sur un bateau comme ça. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, Olivier, c'est qu'il est obligé de couper les voiles et de les larguer par-dessus bord. Oui. Pourquoi il ne peut pas les ramener à bord? Il ne peut pas les ramener, le poids est considérable. Et le problème, c'est que ces voiles dans la mer et une mer formée forment ce qu'on appelle une ancre flottante, ce qui arrête complètement la marche du bateau. Et comme les déferlantes sont assez sévères, le cockpit, voire l'intérieur du bateau, se remplissent d'eau. Donc il est extrêmement urgent de couper le plus rapidement possible ce qui retient ces voiles au bateau. Donc il coupe le mât, les voiles, les drisses, bref, tout ce qu'il avait mis des années à acquérir, exactement. Il est obligé de le couper, de le larguer. Énorme sacrifice et coup terrible au moral de Stéphane. Il parvient tout de même à récupérer la baume du bateau, qui va lui servir, on en parlera après, 80 à 90 kilos à ramener à bord, effort considérable, et il arrive également à découper une partie de sa voile qui lui servira plus tard pour monter une voile de secours. Là, nous voyons aux images la pièce qui a lâché.
Cette pièce, c'est une partie de la poulie qui retenait la bastaque bâbord du bateau et qui, une fois la bastaque cassée, bien évidemment, le mât n'avait plus de soutien et le mât s'est brisé. Alors ça dure combien de temps toute cette opération que vous nous décrivez, qui semble très difficile à faire? Ça dure combien de temps en tout? Ça a duré à peu près une douzaine d'heures. N'oublions pas que lorsqu'il a dématé, c'était au milieu de la nuit. Donc imaginez 4 mètres à 5 mètres de creux, beaucoup de vent et la nuit noire. Donc, alors, ok, Stéphane décide finalement de ne pas faire appel au secours, de se débrouiller tout seul. Est-ce qu'il avait vraiment d'autres solutions? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là? Et le choix était simple. Il pouvait effectivement appeler les secours australiens. Il était à peu près à 800 nautiques de la côte australienne. Donc on pouvait venir le Donc chercher. on pouvait venir le chercher. Mais en bon marin, avant d'opter pour cette option particulière, il a réfléchi et il a opté pour un montage de sa baume en guise de mât. Et donc avec un système qu'on appelle un système de chèvre, il va monter sa baume. Et voilà, on voit aux images, là, il a monté sa baume en guise de mât. Il a équipé avec le tourmentin, cette voile orange. Et par la suite, en ayant récupéré une partie de sa grand voile, il va pouvoir monter, vous le verrez sur les autres images, il va pouvoir monter le bout de grand voile qui lui restait. Là, vous voyez l'état du cockpit, ça vous donne une idée de la pagaille dans laquelle il s'est retrouvé, le malheureux, et avec un bout de la voile que vous apercevez en bleu dans le fond du cockpit. Alors là, il est autonome, entre guillemets. Il a pris la décision de continuer la navigation en autonomie. Il va où? Il continue son tour du monde? Il va où? Non, pas question, bien évidemment, de continuer son tour du monde. Sa seule option, c'est de rejoindre l'Australie, à peu près 800 nautiques. Et il va donc mettre on rappelle total, 1500 km, à peu près. 1600 km environ. Hein, à peu près. Il va mettre à peu près une quinzaine de jours pour rallier Melbourne, qui est son point de chute. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il n'a plus assez de carburant pour assurer l'arrivée à Melbourne. Rappelons qu'à Melbourne, c'est une grande baie et il est impératif qu'il ait une autonomie moteur. Or, il n'a plus assez de carburant. Et que fait-il alors? Eh bien, écoutez, il m'appelle et il se trouve qu'ayant travaillé dans le domaine du transport maritime, il m'a envoyé une position prise sur le système AIS d'un cargo, un cargo grec, qui, pouvant se dévier de sa route, pourrait à ce moment-là l'avitailler en complément de carburant, en complément de gasoil. Et donc, la veille de Noël, j'arrive à contacter l'armateur grec de ce bateau, qui effectivement accepte de dévier, donne ordre au commandant de dévier de sa route. Et là où Stéphane avait besoin de 100 litres de gasoil, le commandant du cargo très généreusement en offre 200 litres à Stéphane, et par un transbordement par des bidons, Stéphane parvient à récupérer ce carburant si précieux avant de pouvoir rallier Melbourne dans des conditions sûres. Alors là, on est dans la grande tradition maritime de l'entraide. On ne laisse pas quelqu'un qui a besoin d'aide dans la difficulté, et on le voit, Stéphane, à l'écran, là, qui va hisser à bord ces fameux jerrycans pleins de gasoil, ce qui vont lui permettre après de rallier la terre. Ça, c'est Olivier, ça c'est la grande tradition maritime. C'était effectivement le plus beau des cadeaux de Noël pour Stéphane. Et il est bon de rappeler également que cet armateur grec venait de perdre son père. Donc il avait effectivement bien d'autres soucis en tête. Mais la première réflexion de son fils a été de dire « Mon père était marin avant d'être armateur ». Et donc il a fait jouer toute la solidarité. Et là, nous voyons Stéphane remerciant le commandant de ce beau geste. Voilà. Alors, Stéphane met, vous avez dit, 15 jours à rallier Melbourne. Et qu'est-ce qui se passe quand il arrive à Melbourne? Alors effectivement, à ce moment-là, les autorités australiennes devaient être prévenues, parce qu'il y a un certain nombre d'autorisations. On n'arrive pas en Australie sans avoir effectivement... Surtout pas en Australie. Donc il a fallu effectivement, par le biais de l'ambassade, prévenir de tout cela. À l'arrivée à Melbourne, nous avions pu prévenir une partie de la communauté française de Melbourne, et Stéphane a eu l'immense surprise et la joie de trouver sur le quai une partie de la colonie française locale et pas mal d'Australiens, ainsi que la télévision australienne. Donc ça lui a fait chaud au cœur, malgré tous les avatars qu'il avait connus. L'accueil qu'il reçoit à Melbourne quand il arrive. Et là, il est arrivé le 30 ou le 31 décembre, donc il a pu fêter, si on peut dire, la nouvelle année sur le territoire australien. En fait, est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, lorsque Stéphane doit abandonner la course,
Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il se promet d'être encore là en 2020 et de poursuivre ce voyage qu'il est obligé à l'époque d'interrompre à Melbourne? Absolument, absolument. Et c'est à la fois le défi qui s'est lancé dès son dématage, et ça explique aussi en partie la façon dont il gère sa course actuellement, c'est-à-dire de façon la plus prudente possible, puisque bien évidemment l'objectif, et c'est l'objectif de tous les skippers, c'est de parvenir à retourner au Sable d'Olonne sans encombre. Évidemment. Alors là, on a fait le film maritime, et j'aimerais bien qu'on fasse le film terrestre. C'est-à-dire que vous, Olivier, vous êtes à terre à ce moment-là, c'est un samedi, le 17 décembre. Comment ça se passe pour quelqu'un qui, comme vous, suit le bateau avec beaucoup d'attention? Eh bien, écoutez, ce fameux samedi, c'était comme pour aujourd'hui, un jour de liaison avec Stéphane. Nous venions de terminer une excellente liaison avec lui. Il avait le moral parce qu'il venait de faire le 10e, il était en 10e position et il venait de faire le 4e meilleur temps de tous les temps entre le cap de Bonne-Espérance et le cap Lewin. Donc tout portait à croire que la route était longue pour lui. La vie était belle. Et la vie était belle. En ce qui me concerne, pour tout vous dire, j'étais à un mariage. Et entre le cocktail et le dîner, je sens mon téléphone vibrer dans ma poche, je décroche, et c'est le directeur de course qui m'appelle en me disant « Stéphane vient de démater ». Ça veut dire que le directeur de course a un contact pour chaque équipe à terre, et il va pouvoir appeler monsieur ou madame Intel pour le prévenir de tout ce qui va se passer sur le bateau de son poulain, entre guillemets. Voilà, il se trouve que j'étais à ce moment-là son team manager, et donc j'étais le numéro prioritaire à appeler en cas d'incident. Ma mission à ce moment-là était effectivement de prévenir son entourage familial, bien sûr, ainsi que les sponsors. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un team manager lorsque le téléphone vibre pendant un mariage et qu'il aperçoit qu'il y a une catastrophe qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Déjà, il ne profite pas vraiment du dîner et du mariage, bien Certes. évidemment. Il passe la plus grande partie de la soirée au téléphone, à prévenir les uns et les autres, à être en liaison avec la direction de course, à être en liaison avec Stéphane, le cas échéant, pour savoir un petit peu quel genre de décision il compte prendre. Mais c'est dans les jours suivants que les choses, effectivement, s'éclaircissent. Alors, elles s'éclaircissent comment? Stéphane, donc, dans ces cas-là, est tout seul. On en a parlé, son mât, ses filières, etc. Ça veut dire quoi, s'éclaircir concrètement pour un team manager comme vous à ce moment-là? C'est difficile. Il est évident que dès lors que Stéphane a pris la décision de gréer son bateau avec sa baume et de voir ce gréement de secours, et qu'il prend la décision de rallier l'Australie, les jours se suivent et se ressemblent, puisqu'il progresse à vitesse extrêmement réduite, de l'ordre de 4 nœuds à peu près. C'est plutôt dès lors qu'il a ce problème de carburant que j'interviens. Et puis ensuite, pour l'arrivée à Melbourne, sur le plan administratif, de régler les problèmes en amont pour qu'il n'ait pas de soucis à l'arrivée. Puisque même à l'arrivée dans la baie de Melbourne, la police australienne est montée à bord avec un chien pour vérifier qu'il n'ait pas de drogue à bord. Donc on voit à quel point les Australiens sont extrêmement méticuleux et précautionneux. Et on a coutume de dire que lorsqu'on arrive en Australie, on ne peut pas amener de nourriture, pas de fruits, pas de légumes, etc. etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puisque c'est un bateau français qui arrive du large, il bat pavillon français, il arrive du large, il fait un tour du monde, et tout à coup, il entend débarquer à Melbourne. Comment est-ce que ça se passe avec les autorités locales? Ça s'est bien passé dans la mesure où effectivement ils étaient tous au courant de ce qui s'était passé. En ce qui concerne la nourriture, je pense que tout ça est resté confiné à bord jusqu'au rapatriement du bateau quelques semaines plus tard, puisque Stéphane est rentré en avion bien sûr de Melbourne et son bateau quelques semaines plus tard a pu être rapatrié sur le pont d'un porte-conteneur. Est-ce que le Quai d'Orsay, dans ces cas-là, joue un rôle? Est-ce que les affaires, la diplomatie française joue un rôle? Ou vous prévenez qui? Vous oui. Prévenez l'ambassadeur? On a prévenu le consulat de Melbourne, oui. Bien évidemment. Donc en cela, effectivement, les affaires étrangères ont joué leur rôle pour faciliter effectivement l'arrivée de Stéphane à Melbourne à bon port. Et puis par la suite, c'était une négociation avec les armateurs des différentes lignes de porte-conteneurs pour essayer d'obtenir les conditions les meilleures, les moins onéreuses pour rapatrier ce bateau. Alors, on vient d'étudier tout ce qui s'était passé il y a 4 ans. Et en fait, vous nous avez dit, Olivier, que Stéphane avait stoppé à Melbourne, ici, au milieu de la carte, au milieu de l'Australie, qu'il avait stoppé son voyage, entre guillemets, à Melbourne. Est-ce qu'on peut en conclure, parce que je pense qu'on n'arrive pas à avoir Stéphane, est-ce qu'on peut en conclure, Olivier, qu'aujourd'hui, Stéphane repart sur la partie qu'il n'avait pas effectuée il y a 4 ans? Oui, dans les différentes liaisons qu'on a pu avoir avec lui ces derniers jours, on comprend à quel point c'est un réel soulagement d'avoir passé ce cap. Il a le moral, il nous l'a redit encore hier, et il aborde maintenant la deuxième partie de son parcours
avec comme ambition bien évidemment de boucler. Le bateau est sûr, les petits incidents techniques qu'il a eus se sont réglés. Il va donc rentrer maintenant dans le Pacifique. Peut-être, Denis, peux-tu nous expliquer un petit peu justement dans quelle zone géographique il va rentrer et le point particulier dont tu voulais nous parler sur la zone de l'antiméridien. De l'antiméridien, exactement. Alors, donc Stéphane repart de la longitude de la Tasmanie, il rentre dans le Pacifique. Au milieu du Pacifique, ou un petit peu après dans le Pacifique, il y a ce qu'on appelle l'antiméridien. C'est quoi? Eh bien, vous savez tous que notre méridien de référence, c'est Greenwich. Greenwich, il passe ici en Angleterre et c'est le méridien 0. De l'autre côté du méridien 0, de l'autre côté de la Terre, il y a le méridien 180 qui est ici et que l'on va retrouver là-bas sur la carte. Ce méridien 180 ici, il va marquer le changement d'heure et le changement de date. C'est-à-dire que pendant que les skippers sont partis des Sables d'Olonne, ils ont fait sous ce voyage-là avec une longitude qui grandissait en est. 10 degrés est, 20, 30, 40, 70, 80, et là, ils vont arriver bientôt. Stéphane va arriver au 170, au 180 de longitude est. Mais quand il va être ici, il va rentrer dans les longitudes ouest. Donc, la grosse particularité de ça, c'est que supposons qu'il arrive ici le 28, par exemple, eh bien, quand il aura franchi cette longitude, il va revenir au 28. C'est-à-dire que pendant 24 heures, il aura fait un système de switch. Pendant 24 heures, il va revenir 24 heures en arrière. Souvenez-vous de Jules Verne, Phileas Fogg. C'est exactement par ce petit subterfuge que Phileas Fogg peut faire le tour du monde en moins de 80 jours grâce à cet antiméridien qui est ici. C'est un point important. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Stéphane va passer ce point, il va raccourcir sa distance. C'est-à-dire que là, il continue à l'allonger vers les longitudes est, et puis quand il va passer ici, il aura le sentiment de revenir à la maison. C'est-à-dire que c'est le switch psychologique qui dit « Ok, j'ai fait la plus grosse partie, maintenant je vais diminuer mes longitudes, 180, 170, 160, 150, jusqu'à à peu près 4 degrés de longitude ici ouest, qui est la longitude des Sables d'Olonne, qui marquera la fin de ce Vendée Globe pour Stéphane. » Parfait. Malheureusement, donc, la régie me confirme, nous n'avons pas la possibilité de joindre Stéphane. Il faut effectivement ne pas lui en vouloir, bien évidemment. Rappelons que je disais tout à l'heure, c'est qu'il rencontre actuellement une dépression assez forte. Sa priorité est de gérer au mieux sa route, de réduire sa voilure. Je crois qu'il a des vents à peu près de 40-45 nœuds actuellement. Il a des vents fichiers, ce qu'on appelle des vents fichiers, c'est-à-dire le vent régulier de 30-35 nœuds, avec des rafales à 40-45 nœuds. Alors pour fixer, c'est quand même 80 km/h, 90 km/h dans les rafales, c'est beaucoup. Il a une mer très formée, et je pense que même si Stéphane est libéré du fait d'avoir repassé le point de la longitude de Melbourne d'il y a 4 ans, il doit être d'une prudence de chat et de loup pour pouvoir continuer son voyage dans des conditions difficiles. Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est comme nous, ici, eh bien, lui souhaiter un très bon voyage et surtout qu'il continue dans des conditions de sécurité qui ont toujours marqué cette première partie de Vendée Globe. Absolument, absolument. Et puis n'oublions pas qu'il a effectivement des objectifs devant lui, puisqu'il va se fixer comme but de rattraper ses concurrents de devant. Et donc c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. En ce qui nous concerne, nous vous remercions de nous avoir suivis aujourd'hui. Désolé encore de ne pas avoir pu rejoindre notre skipper, mais nous lui transmettrons très rapidement tous vos vœux de bonne continuation. Merci à tous et à la semaine prochaine, samedi prochain, avec un invité. Au revoir.